Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette 7e édition de la Semaine des Arts et Médias à l'Université Sorbonne Nouvelle, où se tient cette table ronde autour des enjeux de l'écoproduction, plus particulièrement sur les leviers, freins et opportunités de l'écoproduction dans le domaine du cinéma et de la série. Que l'urgence autour du dérèglement climatique n'est plus à démontrer, bon nombre d'industries tentent chaque jour de trouver des solutions à ce problème qui nous concerne tous. Et ce n'est pas le deuxième volet du 6e rapport du GIEC sur les effets contemporains du réchauffement climatique, publié la semaine dernière, qui en dira le contraire. Mais alors, quelle place pour le cinéma et les séries au sein de la question écologique? L'écoproduction, qui en sont des acteurs, comment agissent-ils et quels sont leurs outils? Et enfin, quels sont les leviers, freins et opportunités de l'écoproduction? Avec nous pour en parler, 3 invités. Donc en partant de ma gauche, Xavier Farrer-Uchizon, responsable de la politique environnementale de France Télévisions. Ensuite, Charles Gachet-Dieuzède, cofondateur de Sequoia Écotournage. Et enfin, Pervenche Beurrier, délégué général d'Ecoprod. Donc nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter donc plus en détail en évoquant votre parcours, la structure dans laquelle vous travaillez actuellement, et surtout ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'écoproduction? Ça fait beaucoup. Vous avez 4 heures. Rapidement, parce que c'est vrai qu'on a une heure. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'écoproduction? D'abord, c'est un intérêt pour l'environnement et le climat. Effectivement, c'est une prise de conscience que j'ai eue, moi, il y a déjà de nombreuses années, quand je travaillais, j'habitais en Chine, en lisant l'ouvrage de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, qui était plutôt très pédagogique. Et effectivement, il y a une bascule à ce moment-là qui opère, de fait. Donc, revenu en France, je reprends mes activités à France Télévisions. Là, à ce moment-là, rien n'existe. Ce sont des sujets qui ne sont pas pris en compte, ce sont des sujets qui ne sont pas pensés dans nos organisations. Donc, à charge de ceux qui le souhaitent, de commencer à essayer d'élaborer une stratégie, d'essayer de proposer des choses, et petit à petit, chemin faisant, une structure se met en place, et j'ai eu la possibilité d'intégrer cette structure, et petit à petit, voilà, de prendre en main toute la politique environnement et climat pour ce groupe. Alors moi, j'ai été régisseur pendant des années sur les tournages de films, donc les films, les séries, pas mal de documentaires. Et pareil, j'avais une appétence pour les sujets environnementaux et sociaux. Et du coup, j'ai voulu changer mon métier, en fait, essayer de faire changer les choses au cœur des tournages, au cœur des plateaux. Et je me suis rendu compte que c'était très complexe, qu'on n'avait pas forcément les solutions ou les outils pour le faire, et que ça avançait pas. Mon premier gros film sur lequel j'ai essayé de mettre en place des choses, c'était Le Redoutable de Michel Hazanavicius, donc c'est déjà il y a quelques années. Et en fait, j'avais une totale liberté pour mettre tout ce que je voulais en place sur ces sujets-là, et ça a été un échec cuisant. En fait, on n'a pas réussi du tout à faire les choses correctement. Et de là est venue l'idée de proposer un accompagnement et du conseil pour les productions de films. Donc avec mon associé Mathieu Delahousse, on a créé Sequoia il y a donc 4 ans maintenant, ça va faire 4 ans en avril, pour justement proposer un service de conseil et d'accompagnement sur le terrain pour les productions, pour réduire leur impact environnemental et travailler sur toutes les démarches sociales, sociétales, etc. Et donc voilà, on a accompagné plus de 100 projets depuis 4 ans, donc long métrage, séries, plus petits films, voilà, plein de trucs. Et donc je suis très content d'être là pour discuter de ça avec vous. Merci. Et moi j'ai aussi toujours travaillé dans le secteur audiovisuel, mais pas tellement sur les tournages, plutôt sur le côté ingénierie culturelle, diplomatie culturelle, promotion du cinéma et des œuvres audiovisuelles en général, donc aussi bien en France qu'à l'étranger. Et mon poste avant Ecoprod, c'était justement une association d'entreprises du secteur audiovisuel. L'objectif, c'était de les coordonner, de les aider à structurer leur business model, etc. Et peu à peu, en travaillant dans cette association, on avait un volet Ecoprod. On était présent au sein du collectif Ecoprod qui existait. Donc, à l'époque, c'était un collectif qui regroupait un peu moins de 10 institutions, dont déjà France Télévisions. Voilà. Le chemin faisant, évidemment, il y a eu une prise de conscience très générale de l'urgence climatique et environnementale au sens large, notamment dans le secteur audiovisuel, pas seulement citoyenne. Et on a ressenti une sollicitation de plus en plus grande de l'ensemble des professionnels auprès d'Ecoprod, et d'où l'idée de structurer ce qui était autrefois un collectif
EcoProd en véritable association pour pouvoir mobiliser davantage et inclure plus les professionnels du secteur sur ces sujets, avoir plus de moyens, monter en puissance et vraiment mettre en place des outils qui pourraient être utiles à tous. Donc voilà, c'est comme ça que l'association EcoProd est née à partir d'un collectif quand même ancien, hein, puisque le collectif EcoProd a plus de 10 ans et a fait un travail formidable en mettant à disposition des outils gratuits que vous connaissez peut-être tous. Vous les trouvez encore hein, sur le site ecoprod.com. Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir répondre vraiment aux sollicitations à la fois des professionnels et des institutions, puisqu'on va sûrement en parler, mais les institutions, les politiques se mettent, je dirais, enfin sérieusement sur le sujet. D'accord, et justement, donc, c'est le cœur de notre sujet, hein, l'écoproduction. Est-ce que vous pourriez peut-être trouver une définition de ce qu'est l'écoproduction pour un public qui ne serait pas forcément adapté à cette notion? Quelqu'un Oui, vas-y, je t'en prie. La définition, c'est prendre en compte l'impact climat-environnement de nos fabrications et les comprendre, les maîtriser et les réduire dans la mesure du possible. C'est aujourd'hui, de façon plus macro, plus globale, c'est engager ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire vraiment intégrer cette compréhension de ces impacts-là dans nos activités, mais pas seulement dans l'industrie audiovisuelle, c'est toute industrie confondue, et y répondre. Et c'est, voilà, aujourd'hui, toute industrie est en train de mettre en place, ce soit des outils, des évaluations qui vont leur permettre de fonctionner autrement que la façon dont on fonctionne aujourd'hui, dont on fonctionnait auparavant. Telle que la fabrication, telle qu'on fabrique, en tout cas moi c'est le propos que j'ai et ça sera le cas, telle qu'on fabrique aujourd'hui, on ne fabriquera pas demain. On fabriquera avec cette compréhension, cette donne supplémentaire. Typiquement, on aura une gestion financière et on aura une gestion environnementale. Et ça, je pense qu'on peut vraiment la déployer sur tous les secteurs d'activité et tous les secteurs industriels aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire. Voilà, je pense que pour le dire, peut-être qu'il faut inclure, pour compléter cette définition, je crois qu'il y a une petite dimension sociale aussi qui est à prendre en compte, parce que pour prendre en compte la dimension environnementale et écologique, ça implique souvent aussi un changement dans la façon de travailler, notamment en termes de temps. Là, on est vraiment dans une situation où les tournages se font, enfin c'est ce qu'on entend dire hein, sur les tournages, surtout pour peut-être confirmer, mais vont de plus en plus vite et pour avoir le temps de mettre en place une stratégie environnementale très en amont comme c'est nécessaire et jusqu'à la fin du tournage, ça demande un temps de préparation important, ça demande de pouvoir monter des partenariats locaux quand on va tourner, voilà, selon les lieux où on va tourner, etc. Et donc il y a tout cet aspect un peu, je dirais, voilà, social à prendre en compte aussi. Tout à fait, ouais. Nous on parle beaucoup de RSE, donc de responsabilité sociale et sociétale des entreprises, dans le sens où en effet on pense que, moi je dis souvent, l'écologie sans social c'est du jardinage, donc du coup l'idée c'est de travailler sur des sujets aussi très 360, sur en effet les démarches sociétales, l'inclusion, la parité, la diversité, tout ça, et même dans des méthodes sur les achats responsables, sur plein de choses qui en fait composent le spectre de l'écoproduction, qui ne s'arrête pas justement à changer les bouteilles en plastique et trier les déchets. Parce que nous on vient du terrain, on accompagne, on a vraiment une dimension d'accompagnement des productions au quotidien, et voilà, et on se rend compte qu'il y a des disparités entre déjà les discours et les actions, et même entre les enjeux et l'urgence des enjeux. Sur le terrain, en fait, quand on fait un film, on doit faire un film, et c'est souvent ce qu'on dit, on est là pour faire un film, on n'est pas là pour autre chose. Et comme le dit Xavier, en effet, les nouvelles manières de produire et les nouvelles manières de faire doivent justement intégrer le fait qu'on n'est pas là que pour faire un film, mais on est aussi là pour prendre en compte d'autres enjeux. Donc voilà, donc nous on est sur, nous en général dans le milieu, c'est vraiment sensibilisation, formation, action. Voilà, c'est que tout le monde soit au courant et au fait des enjeux, et c'est pas dans 2 ans, c'est hier. Et ensuite voilà, c'est passer à l'action avec différents leviers, les outils, la formation, etc. Donc voilà. Juste pour donner en termes de terminologie, pour comprendre comment ça évolue, c'est-à-dire comment en termes culturellement comment ça évolue au sein des entreprises, il y a des obligations réglementaires qui sont déjà là et on parle en fait d'extra-financier. Avant, on avait une gestion d'entreprise, elle s'appuyait vraiment sur des appréciations financières.
comptable. Aujourd'hui, cette comptabilité, cette appréciation, on va la porter sur d'autres enjeux qu'on appelle extra-financiers. Alors c'est un peu technique, mais dans extra-financier, vous allez avoir effectivement tous les aspects sociétaux, sociaux, environnementaux, et puis on peut aller plus loin sur des gouvernances, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la RSE parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes directrices. Mais c'est pour vous montrer que voilà, l'objet, c'est d'avoir dans cette gestion interne d'une entreprise une autre composante et une autre appréciation et une autre gestion que le seul impact financier. C'est sûr que si on rentre dans les enjeux de gouvernance, notamment sur les productions... là, vous avez une norme qui est très... Enfin, pas une norme, la norme ISO 26000, qui vous donne un peu toutes les lignes directrices de la RSE, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc plus généralement, donc pour en venir bien sûr toujours à l'éco-production, quel constat faites-vous aujourd'hui de l'impact des productions audiovisuelles sur l'environnement, généralement? Oui, pardon. Moi, je trouvais ça très bien parce que Charles parle de son expérience personnelle et quand on voit la gabegie sur les tournages, effectivement, voilà. Donc lui, il l'a vécu parce qu'il est sur les tournages. Donc je pense que voilà, il a un témoignage qui frappe bien. En termes de chiffres, alors c'est varié, mais c'est vrai qu'on est quand même dans des volumes. Il ne faut pas oublier qu'un tournage, une production, alors je mets de côté un peu les petites productions, les courts-métrages ou les petits documentaires. Là, on va parler de choses qui ont un peu plus d'impact, quoique les documentaires qui font 4 fois le tour du monde ont un impact aussi. Mais sur un film français classique à 5-6 millions d'euros de budget, on est quand même, il faut s'imaginer que c'est comme une mini-société, une mini-entreprise qui se crée et qui va, donc un tournage, c'est environ 2 mois en France, les moyennes, sur un long-métrage. Il faut s'imaginer qu'il va y avoir 4 ou 5 millions d'euros dépensés sur un film. Donc c'est comme si d'un seul coup on avait une petite PME qui se créait. Et donc c'est comme une mini-société en fait. On a des gens qui se déplacent, des gens qui se nourrissent, du matériel, des transports, des logements, voilà, plein de choses. Et tout ça en fait a un impact. C'est-à-dire que ça soit sur en effet les consommables, la consommation d'énergie, le matériel, les achats, les déplacements, etc., la consommation de carburant. Selon les films, voilà, on peut avoir des chiffres qui varient, mais par exemple l'exemple des petites bouteilles d'eau, ça c'est un truc qui revient dans toutes les conférences, et d'ailleurs vous n'en avez pas mis, c'est très bien, mais sur un film moyen, tu arrives à 30 ou 40 000 bouteilles d'eau en plastique qui sont utilisées parce que les gens ils consomment, ils boivent, ils bougent, il y a 100 personnes sur un tournage pendant 2 mois, 15 heures par jour. Donc quand on met ces volumes-là, ces chiffres-là à l'ensemble de l'industrie, d'un seul coup on arrive sur des chiffres importants. Et voilà, après on peut parler aussi des mesures d'impact carbone. Il existe des outils, il y a l'outil Carbone Club d'EcoProd, nous on a un outil qui s'appelle le CECO2 qui permet aussi de faire des mesures carbone. Et nos différents outils montrent aussi que voilà, on est sur plusieurs centaines de tonnes de CO2 par film. Et en fait, il y a de plus en plus de films, il y a de plus en plus de créations, il y a de plus en plus de production. Et quand on met ça sur des échelles nationales, européennes ou internationales, on se rend compte qu'en fait on a des très gros volumes, quoi. Avant, je voulais ajouter quelque chose. Oui, moi je voulais, effectivement, Charles nous apporte la vision très terrain, c'est là où on est complémentaires. On a fait une étude au niveau des coprods pour avoir un peu les chiffres globaux de l'impact du secteur audiovisuel en France, parce qu'on a récolté des chiffres plutôt pour la France. Et donc, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette étude assez longue dans la rubrique études du site EcoProd. Il y a une version résumée aussi. Voilà, mais effectivement, on voit qu'il y a un impact réel qu'on peut quantifier, qu'on a donc l'étude a priori essentiellement sur l'aspect carbone. Hein. Donc, si on prend l'empreinte organisationnelle, vraiment les tournages, on est à 314 000 tonnes, oui, c'est à 314 000 tonnes CO2 par an. Mais si après on s'éloigne un peu plus en prenant l'ensemble de la chaîne audiovisuelle, on multiplie encore. Et si on prend ensuite les terminaux, alors là évidemment ça explose vraiment tous les plafonds parce que le plus gros, mais ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de l'éco-production, mais je trouve que c'est quand même important de l'avoir en tête, c'est que ce qui est le plus impactant dans tout le secteur audiovisuel, c'est avant tout ce sur quoi, les écrans, ce sur quoi vous regardez toutes ces heures. Et s'il y a vraiment un premier geste de base à faire dans un tout premier temps, c'est de ne pas renouveler systématiquement votre matériel informatique, vos écrans, etc. C'est un petit peu, je dirais, en marge de l'éco-production, mais faire de l'éco-production à fond sans par ailleurs avoir une vision un peu responsable sur où vont être diffusés les films éco-produits, ça n'aurait pas de sens. Donc il faut juste un petit peu, faut être un peu sur les jambes là-dessus. Voilà, donc là c'était un petit peu sur la version un peu plus chiffrée, disons. Oui. Après il y a un autre aspect qui est, pardon, je viens du coup. Non, je dis plus macro, c'est bien parce que ça donne une spectre, comment ça s'aborde. Et il y a l'autre aspect qui je rejoins un peu la question sur la terminaux, c'est la raréfaction des ressources, c'est-à-dire que
On parle beaucoup de l'aspect bilan carbone. Il y a aussi la question de la biodiversité, évidemment, qui peut être impactée par les tournages et ce qu'il faut vraiment prendre en compte d'emblée. Et puis il y a aussi tout le matériel qui est nécessaire pour faire un film et qui dépend de ressources, de minerais. Et là, il y a évidemment des enjeux géopolitiques qui sont derrière et qui sont très importants. Toute cette dimension-là aussi est un peu en amont ou en aval de l'écoproduction. Mais c'est vraiment la prochaine étape, c'est les ressources qu'on va devoir, qui n'est pas encore très bien connue à l'échelle des citoyens, alors que maintenant effectivement on a conscience pleinement que le plastique pollue, etc. Mais la raréfaction des ressources, et c'est un peu le prochain choc qui arrive, disons. Et donc ça c'est une question qui nous concerne tous. Et à propos de la France par exemple, quelle est la place de la France en matière d'éco-production par rapport à d'autres pays, si vous avez des... Elle est dans la moyenne. On est les meilleurs. Pardon, moi je serai toujours honnête. Non, on était très à l'avant-garde. On a été vraiment à l'avant-garde. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais quand même, ça a été France Télévisions, il y a plus de 10 ans, mettait en place des démarches qui ne s'appelaient pas éco-production, avec un référent éco-production qu'on n'appelait pas à l'époque un éco-manager. Mais voilà, il y avait en tout cas des actions qui étaient mises et une personne qui était dédiée en tout cas à ces questions-là. Ecoprod, voilà, la constitution d'un collectif avec des partenaires audiovisuels, des consultants privés, voilà, qui accompagnent toutes les productions. Donc on était quand même assez à l'avant-garde. Maintenant, on enclenche assez bien les choses. Mais il y a après une inertie, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un entre-deux qui fait que voilà, ça devient... l'essai n'est pas transformé, si vous voulez. Et donc on s'est laissé, alors dépasser non, parce que si compétition il y a, elle est de toute façon salvatrice, elle est plutôt bonne. Mais on va dire que la BBC est aujourd'hui au niveau européen, alors je ne pourrais pas vous dire à l'échelle internationale, mais en tout cas au niveau européen, la BBC est quand même très très avancée. ITV et la BBC sont quand même très très avancés, avec des prises en compte et une prise de décision et une mise en action qui est pratiquement linéaire. Et qui n'est pas la redondance de la France. L'Allemagne aussi est plutôt bien avancée, donc voilà, on dirait qu'il y a un trio avec notamment la BBC, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Mais bon, on est en train de nous organiser justement pour répondre à cette stratégie-là. On est en train de mettre en place une bascule sectorielle avec des institutions, donc ça c'est créé maintenant, il nous faut... Mais c'est drôle que tu parles d'inertie, parce qu'en effet, il y a un décalage, nous, qu'on ressent au quotidien sur en effet, les politiques publiques, les décisions des grands groupes comme la BBC ou France Télé ou tout ça, qui ont en effet des objectifs, qui ont des enjeux et qui sont très avancés là-dessus. Mais en fait, la production d'un film, il y a énormément de parties prenantes qui la composent et en fait, souvent, ça passe pas d'un étage à l'autre. Et ITV, c'est un très bon exemple. Nous, on bosse beaucoup avec eux. Ils sont super avancés, ils font plein de choses géniales. Et pourtant, on accompagne certains de leurs projets où c'est le néant total. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la stratégie qui est vachement bien et qui est très ambitieuse et à l'étage d'en dessous, il y a quelque chose qui s'est perdu en route, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est complexe, surtout pour les grands groupes, mais ça tu peux plus en parler que moi, mais d'avoir une stratégie qui ruisselle sur l'ensemble des projets, parce qu'en fait, chaque film est différent, chaque production est différente, il y a plein de coproductions, il y a plein de différents dirigeants, dirigeantes. Donc voilà, il y a toujours une complexité entre les ambitions qu'on veut porter et la réalité de terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a certains films, certaines productions qui sont connues, en effet, pour être vraiment en éco-production, pour être vraiment engagés. Il y en a plein d'autres qui sont absolument pourris au possible et qui font vraiment des choses absolument affreuses et moi, je pense qu'il faut dénoncer ce genre de pratiques, mais même sur le social et sur le sociétal. On voit des choses sur les tournages qui sont juste hallucinantes. On parle de parité, de droits des femmes avec la journée hier, on voit des choses sur les films, bon bref, on ne rentrera pas dans le détail. Et au milieu, il y a un entre-nous, en effet, de la majorité des productions qui s'engagent un petit peu, mais voilà. Mais nous, on pense qu'on est un peu extrême sur le sujet, mais qu'il faut en effet accélérer et qu'il faut transformer l'essai à un moment donné. Voilà, c'est là, il faut... Et c'est pour ça que la réglementation qui arrive est importante, parce que... Voilà, nous, nombre de films où on se retrouve à discuter avec des producteurs qui nous disent non, mais moi j'ai besoin ni d'éco-prod, ni de personne, ni de séquoia, ni de rien du tout, parce que mon film il est green, on a mis une poubelle de tri à la table régie.
fais d'accord. Et ça, c'est la majorité des productions. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont très engagés, ceux qui sont horribles, et une majorité de gens qui font des choses, mais c'est pas encore quelque chose de majeur, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à transformer, parce que c'est le gros enjeu. C'est vrai qu'en discutant avec les techniciens, ou là j'ai discuté récemment avec des DIRPROD ou des accessoiristes, des chefs-op, ils sont globalement, quand on présente EcoProd, ils sont tous à fond quand même. Ils sont, parce que individuellement, en tant que citoyen du monde, etc., ils disent bah oui, il faut y aller. Mais il y a le frein, déjà, que j'évoquais tout à l'heure, du temps et de l'organisation. Et comme tu dis très bien, toutes les parties prenantes à imbriquer dans ces décisions. Et puis l'aspect, le poids des habitudes. Et puis, il y a une dimension, comment on fait vraiment, quels instruments sont en place. Moi, je veux bien trier les déchets, recycler les décors, mais comment je fais, quoi? Alors, petit à petit, des infrastructures se mettent en place, justement, pour les décors. Il y a des recycleries, il y a des possibilités de stockage pour pouvoir réutiliser les décors, etc. Mais c'est sûrement pas encore complètement à une échelle industrielle telle que c'est fait, peut-être pour d'autres industries, mais en tout cas, c'est pas encore tout à fait bien, à une échelle suffisamment grande, quoi, disons. Et puis, ça va sûrement se développer, il va y avoir un coup d'accélérateur, je pense, justement, avec cette réglementation que tu évoquais. Et ça, je pense que ça va être un peu peut-être une surprise pour certains des professionnels qui n'ont pas conscience de l'évolution de la réglementation qui va très très vite. Là, vous avez peut-être entendu parler du plan action du CNC, je ne sais pas si c'était peut-être une de vos prochaines questions. Non, c'est donc le CNC qui régit quand même largement la réglementation cinématographique et audiovisuelle, une petite partie de l'audiovisuel en France, qui a lancé un plan d'action sur 3 ans qui est, à mon sens, quand même assez ambitieux. L'idée, c'était qu'en 2022, on sensibilise l'ensemble des professionnels, donc on est dedans, hein, et ça, c'est vrai que c'est lancé. Il y a des formations qui se mettent en place sur les coproductions. Elles ne sont pas encore à très grande échelle, mais elles sont lancées. Je crois qu'on participe à Sequoia à certaines formations, EcoProd aussi. Elles peuvent être prises en charge par des organismes de formation. Enfin, donc, la possibilité pour les intermittents, pour les salariés des entreprises audiovisuelles de se former sans qu'ils aient eux-mêmes à payer des formations professionnalisantes, vraiment spécifiquement sur les coproductions. Donc la 2022, le CNC, c'était la sensibilisation, et puis les écoles vont être sensibilisées aussi, parce qu'on est en train de préparer un plan de sensibilisation à grande échelle dans les écoles de France. 2023, c'est l'obligation d'un bilan carbone pour toutes les productions soutenues par le CNC. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. C'est-à-dire que chaque production devra remplir un bilan carbone. Quand même, ça demande une certaine compétence, ça demande des outils qui soient opérables par les professionnels, avoir le temps de les remplir, récolter les données, comprendre comment ça marche, l'accepter. Enfin, il y a quand même toute une démarche assez volontaire du CNC, parce que 2023, ça arrive très très vite, quoi. Et après 2024, alors là, la situation n'est pas encore complètement actée sur l'idée ou pas de mettre en place des éco-conditionnalités, etc. Mais ça, c'est encore en discussion. Parce que, laissons faire les politiques là-dessus, voir comment déjà ça évolue. Puis en plus, il y a toute la réglementation sur la réglementation climat, hein, le Green Deal européen, etc., qui font qu'on est de toute façon dans des rails contraignants de ce point de vue-là. Pour donner un petit peu juste une échelle justement sur ruissellement à partir de l'obligation réglementaire, vous avez... Clairement, je viens de parler du Green Deal européen. Le Green Deal européen, c'est aujourd'hui, nos sociétés doivent intégrer les enjeux climat avec des objectifs quantifiés de réduction. Donc ça, c'est le principe de base. Et ça va innerver donc toutes les... c'est peut-être trop technique, mais ce qu'on appelle le droit français, donc nos obligations réglementaires à nous, donc on va les transcrire. Et le Green Deal est pensé vraiment dans cette exhaustivité de nos activités. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le transport, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie métallurgique, parce qu'elles sont particulièrement impactantes. C'est tout le monde. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, on opère une transition et elle impacte tout le monde et elle concerne tout le monde.
Et l'audiovisuel, dans la nomenclature, c'est-à-dire les classifications des secteurs, on est très bas. On ne génère pas beaucoup de gaz à effet de serre par rapport à l'agriculture. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est, voilà, comme je vous le disais, avant on faisait comme ça, demain on fera autrement, parce qu'entre-temps, ces composantes-là, cette compréhension-là, on l'a, cette urgence-là, on l'a, et il faut impérativement y répondre et se transformer. Et la question de l'information est absolument fondamentale. On parlait pourquoi l'inertie, il y a plusieurs questions, enfin, il y a plusieurs raisons à cette question du ventre mou, de l'inertie. Voilà. C'est que les gens parfois ne savent pas pourquoi ils font les choses. Quand les gens ne comprennent pas pourquoi ils font les choses, ils ne peuvent pas le faire bien, ils ne peuvent pas être moteurs. C'est une des composantes. Donc la formation est très importante. Il s'agit d'expliquer quel est notre impact et comment on va y répondre. Et les outiller évidemment. Mais voilà, la formation, c'est vraiment, nous, on va tabler aussi sur de la culturation, appelons comme on veut, des formations pour ceux qui veulent être poussés, de la culturation pour ceux qui veulent juste être accord. Mais c'est le principe de base, expliquer pourquoi il est nécessaire de faire ces choses. On n'a pas le choix de toute façon, et comment on peut le faire. Et une fois que les gens comprennent, ils sont déjà beaucoup plus actifs, et là, cette mécanique, elle se dérouille un petit peu plus. Mais tout ça prend du temps, voilà. Il faut des formations, il faut aller chercher les gens, leur demander de donner du temps pour ces formations, leur obliger à donner du temps. Voilà, on est dans ça, c'est toute cette mécanique qui est un petit peu laborieuse, mais elle est nécessaire. Justement, vous avez commencé à tous un petit peu avancer la question. Quels sont ces outils concrètement que vous proposez à votre échelle? Il y en a plein. Je vais commencer. Des outils historiques d'EcoProd que vous pouvez trouver sur le site. Donc celui qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a le Carbon Club pour faire un bilan carbone de vos tournages, qui est à la fois un outil qui permet d'avoir effectivement un bilan carbone, mais aussi de sensibilisation. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, quand vous faites un tournage, essayer de mesurer au fur et à mesure de la façon dont vous remplissez le bilan carbone, voir l'impact que ça a sur le graphisme final, sur le chiffre final que vous avez à la fin. Donc ça permet aussi de voir, tiens, qu'est-ce qui est le plus impactant. Donc c'est aussi l'aspect pédagogique qui est aussi important. Après, on a mis en place des fiches pratiques par département. Donc il y a une fiche décor, une fiche maquillage, etc. Donc tout ça, maintenant qu'on est structuré en association et qu'on a un peu plus de moyens, un peu plus de temps, on va pouvoir les mettre à jour. Donc on est en train de travailler dessus. Et puis il y a plus globalement aussi un guide de l'éco-production que vous pouvez télécharger qui vous liste un peu pas à pas le process pour mettre en place une démarche d'éco-production. Voilà, vraiment pas à pas. Pareil, ça aussi, on est en train de travailler à le remettre à jour, mais structurellement, enfin, les grandes idées sont là. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des formations, évidemment, dont on parlait, des sensibilisations. Nous, voilà, c'est à peu près nos principaux outils que vous pouvez trouver actuellement sur notre site. Et après, si vous voulez vraiment un accompagnement sur les tournages, nous, on est plus sur la partie conseil stratégique pour les productions en amont des films et après accompagnement sur les tournages. Donc l'idée, c'est qu'en effet, il existe des guides. Nous, on va traduire ces guides en opérationnel et voilà, dire si il faut mettre en place une politique de gestion des déchets, comment on fait concrètement, qui on appelle, combien ça coûte, comment ça se met en place, quels sont les freins, quels sont les leviers, etc. Donc, pour faire ça, nous, on a des outils de pilotage RSE en interne qui permettent donc de partir de la sensibilisation jusqu'à l'action concrète sur le plateau. Et en fait, on va dérouler ça avec la production. Avant, on faisait beaucoup d'accompagnement. Vraiment, on avait des éco-managers sur le terrain qui étaient là tous les jours pour gérer, pour s'occuper de la gestion RSE, avec un focus plus environnement et même très déchets, plastiques, etc. Parce que là, on est dans quelque chose de concret, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a un peu quitté ce mode opérationnel-là, dans le sens où on se retrouvait à faire à la place des productions. Les productions ne comprenaient pas, comme dit Xavier, à quoi ça servait, mais de toute façon, elles s'en foutaient parce que Sequoia était là. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'on a pris un peu le revers de ça en disant on vous accompagne dans l'acculturation, la compréhension de vos enjeux et dans la définition de vos objectifs avec toute une méthode, un guide d'action, le pilotage, des outils pour y accéder. Donc on est un peu plus en retrait, un peu moins dans l'accompagnement pour justement que les productions se retrouvent dans le faire. C'est à elles de mettre ça en place. Et aussi parce que c'est lié à leurs objectifs. C'est-à-dire, à un moment donné, un film,
ces impacts, c'est à la responsabilité de la maison de production, du producteur, des chefs de poste, et c'est pas notre responsabilité à nous. Donc nous, on leur explique qu'à un moment donné, il faut qu'ils travaillent sur leurs enjeux à eux, parce que c'est à eux de faire le boulot, quoi. Et donc on a aussi un outil, nous, sur la partie carbone qui s'appelle donc le SECO2, qui est un outil d'estimation carbone. Nous, on se positionne avant le projet. Et l'idée, c'est, en se basant sur des facteurs d'émission liés à du financier, on va aller faire, voilà, c'est pas un bilan carbone, parce que le bilan carbone, c'est une méthodologie très précise, c'est même un nom officiel déposé. Et donc nous, on se base sur l'estimation en amont du film pour sensibiliser aux enjeux carbone et montrer quels sont les gros impacts. Alors forcément, il y a des marges d'erreur un petit peu plus grosses parce qu'on est sur des facteurs financiers et pas des facteurs physiques. Donc c'est vraiment sur de la sensibilisation. On n'est pas sur quelque chose de réglementaire au kilo de CO2 près, mais ça permet aux producteurs ou aux productrices, en amont de leur film, de comprendre quels vont être leurs enjeux carbone et comment, une fois qu'on les a mesurés, les réduire, parce que l'important c'est vraiment la réduction. Et en fin de projet, s'ils n'ont pas pu réduire, on les accompagne dans une contribution à la neutralité carbone. Alors ça, c'est encore l'étape d'après. Pour l'instant, on n'y est pas. On a un film qui vraiment a sorti un gros chèque pour contribuer à ça, parce qu'on est sur des dizaines de milliers d'euros au final. En compensation, on est là, une tonne de CO2, c'est entre 18 et 20 euros selon nous, on travaille avec Pure Projet, qui est une super boîte qui fait ça. Ben voilà, quand vous faites un film à 1000 tonnes de CO2, à 20 euros la tonne, je vous laisse faire les maths, vous êtes fort en maths, ça fait 20 000 euros, quoi. Donc forcément, la production en fin de film, quand elle doit sortir 20 000 euros, on dit, bah oui, mais justement, l'idée, c'est d'avoir réduit ce montant-là en travaillant sur la réduction de tes émissions. Et là, on est encore, voilà, on parle de réglementation qui arrive sur les bilans carbone, on a toute une problématique, et il va falloir y travailler tous ensemble cette année et l'année à venir. Sur la question du reporting, parce que pour remplir un tableau, il faut des chiffres à mettre dedans, et il faut donc aller faire du reporting sur le terrain, et c'est très complexe, parce que en fait, on a un sujet un peu, c'est que c'est l'enjeu de tout le monde, mais c'est un peu le problème de personne. Les coproductions, c'est un peu, tout le monde est là en disant ouais, je crois que c'est Jean-Yann qui disait ça, mais il y a 15 ans. Oui, ça tout le monde veut être écolo et sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. C'est ça. À un moment donné, là, sur le film, c'est ah non, mais moi je suis chef-op, j'y peux rien, ah non, mais moi je suis régisseur, j'ai des décors à gérer, ah mais moi je suis prod. Alors, tu dis oui, ok, d'accord. Et en fait, il y a souvent, nous on utilise un graphique où en fait, on met les impacts d'un côté et les efforts de l'autre, et en fait on montre que forcément, il y a des choses qui demandent beaucoup d'efforts à mettre en place, mais qui ont beaucoup d'impact. Sur le CO2, par exemple, la gestion des déchets, ça n'a pas un impact, c'est un impact minime c'est important, mais c'est un impact minime sur le CO2. Mais pourtant, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc du coup, on est là un peu à dire, ok, comment on fait les transports en avion, je vous fais pas un dessin. Ça, quand on va dire pour une production, personne ne prend l'avion sur ta prod, ça va leur demander un effort monstrueux parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont perdre du temps, donc de l'argent. Mais en même temps, ça a un impact très important. Donc du coup, il faut réussir un peu à bouger les curseurs pour faire comprendre que entre les outils, l'accompagnement, le conseil, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais tout ça doit s'inscrire dans un plan d'action avec des objectifs, des ambitions et quelque chose de cohérent et concret. Juste pour compléter, parce que Charles dit quelque chose de vraiment très important, il parle des impacts. C'est la base, il faut les connaître, il faut les comprendre, et c'est ça qu'on va gérer, c'est ça qu'on va essayer de réduire. D'où l'importance d'avoir aussi des études qui nous montrent, voilà, au niveau sectoriel, où sont nos impacts pour pouvoir... L'enjeu est trop important, ça je pense qu'il n'y a plus besoin de faire de pédagogie là-dessus. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc tout ce qu'on fait, il faut que ce soit efficace. Donc la question de l'impact, elle est fondamentale. On comprend quels sont nos impacts sur un tournage. Bon, c'est sûr que si je reste dans un huis clos, tourné à Paris, la question des transports, à part ceux des déplacements de l'équipe et du matériel, voilà, elle ne va pas être très prégnante. Donc on va être peut-être plus sur les déchets. C'est moins la question du CO2 là qui va venir, mais c'est peut-être plus la question des ressources, des matières premières, ce qu'on utilise. Donc, voilà. Alors, chaque cas a sa singularité, mais on part des impacts. Parce qu'on engage très techno d'entreprise, quelle est ma matérialité? Quelle est qu'est-ce que je vais vraiment générer? Et l'impact, c'est fondamental. Et moi, je me bats, par exemple, à France Télévisions, parce qu'on a la technocratie en puissance derrière les questions de reporting, derrière ces questions-là extra-financières, qui veulent parler de risques, comme une entreprise du CAC 40 parle.
Le risque a une pertinence, mais pas tant que ça. Ce qui est surtout important de ne pas lâcher, c'est la question de l'impact. Nous, notre risque, on a un petit risque économique, beaucoup moins que d'autres grands énergéticiens, par exemple, aujourd'hui, mais on n'a pas de risque d'activité au regard de l'environnement. Mais on a des impacts. Et c'est ça qu'on doit regarder. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ressourcer. On a besoin, là, quand je pense la politique d'éco-production ou même la politique globale de France Télévisions, je vais partir de nos impacts. Premier impact, c'est moins l'éco-production que la question éditoriale, c'est-à-dire nos programmes. Qu'est-ce qu'on donne à comprendre et à sensibiliser et alerter auprès du public. Voilà, ça va être notre premier impact. C'est très important parce qu'on est sûr, en ayant cette rigueur-là et ce souci-là, de faire les choses à peu près bien. Avec aussi pas un peu d'incertitude, mais de faire les choses à peu près bien. Et encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, on peut faire quelques points de moins dans son chiffre d'affaires, ça peut se rattraper. Ces questions-là, voilà, elles ne nous permettent pas, on n'a pas de filet. Donc il faut être très rigoureux, il faut être vraiment là où ça fonctionne pas. Très bien. Alors justement, les choses sont en train de changer et il y a la mentalité plus collective qui commence à changer également. Quels sont les principaux obstacles aux changements liés à l'éco-production? Est-ce qu'ils sont peut-être financiers ou au niveau de la loi? Oui, il y en a plein des obstacles. Les premiers, en effet, les deux principaux, c'est le temps et l'argent. C'est-à-dire qu'on nous rétorque tout le temps que faire un film, c'est complexe à financer aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions avec des plateformes qui mettent full budget sur des films, mais les financements sont de plus en plus complexes. Et pour un directeur de production, gérer un budget, il y a plein de problématiques. On parle par exemple de tourner à Paris, ça devient très dur de tourner à Paris avec des autorisations, toutes ces choses-là. On a eu le Covid, donc il y a eu énormément de frais qui sont rajoutés sur la gestion du Covid. Il y a un peu plein de choses qui se passent et du coup, pour les productions, elles imaginent un surcoût, elles n'imaginent pas ça comme un investissement et elles se disent ça va nous coûter de l'argent, donc si je coûte de l'argent, j'ai des marges en moins, voire je dépasse mon budget. Et lié à ça directement, c'est le temps. On est sur des temps de préparation de films toujours réduits, on est sur des temps de tournage réduits. On essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés et ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'aussi qu'on a la vie sur les tournages, pas pour vous déprimer, mais c'est quand même c'est difficile, hein, c'est pas simple. On est dans un rush permanent, on est tout le temps à courir après le temps et l'argent. Et donc du coup, ces deux problématiques-là, les productions sont un peu en mode on va y aller tranquille sur les coproductions parce que nous, notre but, c'est de leur montrer que c'est un investissement, qu'il y a des retours qui sont positifs. Alors, on parle de ROI dans les grosses boîtes, mais c'est comment est-ce que je vais investir à un endroit sur de l'écoproduction, sur des démarches sociétales, ce genre de choses, va permettre derrière de transformer dans des choses plus positives. Et c'est un peu le cœur du problème et le nœud du problème. Enfin, c'est de montrer que c'est un investissement positif. Il y a plein d'études qui sont mises en place dans les grandes organisations, notamment pour le CAC 40 et compagnie, comme tu disais, où on va dire si vous ne mettez pas en place de RSE, vous perdez votre avantage concurrentiel, vous perdez des financements, etc. Là, pour l'instant, dans l'audiovisuel, c'est un bloc un peu encore celui-là. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, non, je vois pas trop. Mais par exemple, ça arrive avec des grosses boîtes, des grosses plateformes américaines dont on ne citera pas le nom, mais qui disent à leur prod, Netflix, c'est pas une boîte de prod, elle va embaucher des productions, elle va dire aux productions, ça c'est mon cahier des charges, vous devez faire ça. Alors, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais ça commence à y être. Pareil pour les différentes parties prenantes, avec les fournisseurs, sur des choses. Ok, est-ce que moi je veux bien travailler avec vous, mais quel est votre engagement? Et ça, on va arriver là-dessus, entre la réglementation et le changement des mentalités, on va vraiment aller sur ces sujets-là. Et voilà, on a vu des problématiques avec des réalisateurs qui avaient eu des problèmes de justice sur du harcèlement, ce genre de choses. Ça impacte le film, ça impacte la production, ça impacte la distribution, ça impacte plein de sujets. Nous, on est persuadés chez Sequoia, mais c'est le cours de l'histoire, que ces sujets environnementaux et sociétaux vont aussi impacter la méthode dont on fait des films et que si on s'en occupe pas maintenant, les productions vont avoir des problèmes. En publicité, les boîtes de prod en pub maintenant sont mises sur des grilles de comparaison sur leur engagement RSE. Et la boîte de prod qui ne répond pas à ces engagements-là, l'agence ou l'annonceur, le client, va peut-être pas la choisir. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire, mais c'est la prochaine étape, ça arrive demain, quoi. Alors, j'aimerais maintenant partir sur le tournage en région et la délocalisation des tournages, c'est autour de cette question-là. Par exemple, Xavier, France Télévisions est beaucoup présent en région. Est-ce que vous rencontrez des obstacles sur une certaine peut-être harmonisation des tournages,
Alors déjà qu'on arrive à implémenter toutes nos lignes directrices en termes d'éco-production, et puis ensuite on verra sur l'harmonisation. C'est-à-dire que la trame est là, si vous voulez, la gouvernance elle est créée, la trame elle est là, maintenant ben, voilà, faut la lancer. En termes de délocalisation, ben, vous mettez le doigt dessus, puisqu'on vient de... Enfin, il y a déjà 2-3 ans, on a mis en place des gros studios à Mandargues, c'est dans la région de Montpellier, pour accueillir la fabrication de notre feuilleton Ainsi Grand Soleil. Et petit à petit, c'est toute l'activité de fabrication de la fiction qui va en fait être accueillie dans ces studios. Donc là, effectivement, on sort du centre névralgique qui était l'Île-de-France et on va chercher notre territoire. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les productions de programmes audiovisuels. Ça peut être des documentaires, ça peut être des fictions et aussi évidemment des séries. Mais on a aussi tout un réseau régional. On a là aussi une production documentaire et ça c'est totalement décentralisé. On a des antennes, on a des studios, on a des plateaux, enfin c'est pas des studios, on a des plateaux et toute l'activité d'information, donc qui est l'autre composante pour nous de contenu. On a les contenus d'info et les contenus de programme. Donc toute cette composante-là, elle est répartie sur toutes les hexagones, métropole et aussi en Outre-mer, parce qu'on a 9 stations en Outre-mer. Donc en termes de décentralisation, voilà, on est de toute façon, c'est nos missions de service public, c'est d'être près des citoyens, donc au sein des territoires, et là on a un maillage très important. Et la production audiovisuelle suit donc récemment avec cette captation du Sud de nos grosses productions de fiction. Et par exemple, est-ce que vous avez peut-être ressenti une différence entre les productions cinématographiques et les productions peut-être plus sur le long terme comme les séries? Par exemple, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus bâclées ou faites dans l'urgence dans le cadre du cinéma, ou au contraire des initiatives qui sont prises plus sur le long terme au niveau des séries? On parlait tout à l'heure des contraintes, encore une fois la question des volontés, je veux dire, où sont les leviers de décision et qui porte ces questions-là. Donc évidemment, c'est comme dans une entreprise, plus c'est porté en haut lieu avec un véritable effet levier. Ça peut être porté en haut lieu et en même temps, ça ne ruisselle pas dans les CODIR annexes. Mais comités de direction. Donc si vous avez un producteur très au fait, un directeur de production, même un metteur en scène, voire des comédiens, des gens qui ont un peu de poids dans une production, qui ont envie de porter ces questions-là, que ce soit une production audiovisuelle ou une production cinématographique, il y aura une démarche. Et probablement, elle sera bien mise en place. Mais je pense que là, sur le terrain, il pourra peut-être plus vous donner des détails. Nous, on ne fait pas de production cinématographique. On finance une partie du cinéma, mais on ne fait pas de production cinématographique. Donc, je n'ai pas d'élément de comparaison. Mais le facteur humain est fondamental. Encore une fois, qui veut et voilà, quelle est l'ambition, quelle est la volonté au départ, c'est quand même ce qui va, indépendamment du contexte réglementaire, c'est quand même d'abord ce qui va tramer un petit peu la bonne résolution de ces questions. Oui, et puis il y a aussi une disparité des projets, c'est-à-dire que chaque film est différent, chaque tournage est différent, chaque production est différente, et les enjeux sont jamais les mêmes en fait. C'est aussi ce qui est complexe dans notre métier, c'est que quand on est une boulangerie, on est au même endroit toute l'année, on fait la même chose tous les jours. Et c'est très bien, mais du coup, mettre en place des mesures, c'est plus simple. Quand on fait un film, le lundi, on est en tournage à Paris, le mardi, on est à Fontainebleau, le mercredi à Orléans, le jeudi à Rouen et le vendredi à Paris, avoir une unité dans ses mesures et dans son plan d'action, c'est complexe. Qui plus est, quand on va en région, où en effet, il y a un décalage, il faut pas se mentir, entre les possibilités. Nous, avec Sequoia, on a un annuaire de prestataires où il y a plus de 500 solutions dedans pour les producteurs. On va pas se mentir, on a 90% qui sont à Paris ou en Ile-de-France. Mais c'est aussi parce que c'est en Ile-de-France qu'il y a la majorité des tournages. Quand on va tourner, on a fait des films avec Nicolas Vanier, par exemple, qu'on accompagne sur tous ses projets. Quand on est au milieu de la Pampa, à 1 heure du premier village, pour mettre un plan de gestion des déchets, tu peux toujours t'amuser, voilà, c'est pas possible. Ou quand tu vas tourner à la montagne, tu peux pas avoir une flotte de véhicules électriques parce qu'en fait, tu fais énormément de kilomètres et du coup, ça supporte pas, il n'y a pas les moyens de charger, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de vitesse. Il y a aussi ces problématiques de lieu et de changement de décor. Parce que quand on est, elle parlait des studios qui sont à Vendargues, quand on est en studio, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des mesures. Par exemple pour le reporting des données, pour ce genre de choses. On peut mobiliser des covoiturages, on peut gérer nos déchets, on peut avoir une cantine qui travaille dans des bonnes conditions, donc qui peut proposer des produits locaux de saison, etc.
c'est pas la même chose que quand on change de décor tous les jours. Moi, quand j'étais régisseur, j'arrivais à 4h du mat, et pendant 3 ou 4 heures, je préparais tout un camp de base. On tourne, et le soir, on démonte tout. L'exemple des déchets, tu finis ta journée de tournage, il est minuit, ça fait 18 heures que tu bosses, et tu as 25 sacs poubelles. Je te garantis que dans 100% des cas, ces sacs poubelles, ils finissent tous au même endroit. Si ce n'est qu'ils peuvent finir derrière un mur ou derrière un arbre. Et c'est ce qui se passe énormément. Et c'est aussi les chaînes de responsabilité où d'un seul coup, le régisseur qui est là à minuit le soir, qui a une journée de dingue, qui est au bout de sa vie, et qu'on lui dit c'est à toi de gérer les 25 sacs poubelles et qu'il se les met dans sa camionnette, lui il dit attendez les gars, vous êtes gentils, mais moi qu'est-ce que je fais de ça quoi? Moi je le faisais par exemple sur la nourriture où on faisait alors c'est pas des maraudes, mais le soir la journée, la bouffe qui n'avait pas été utilisée, on la redistribuait. C'est pareil, quand tu es dans ta voiture de location et que tu as 250 pizzas derrière et que tu dois faire le tour de Paris pendant 2 heures pour le distribuer, c'est bien, mais en vrai c'est chiant, t'as pas envie de le faire. Tu as envie de rentrer dormir parce que ça fait 20 heures que tu es levé. Donc du coup, il y a des problématiques et des enjeux qui sont liés à chaque typologie de tournage, à chaque typologie de projet. C'est plus simple en studio, c'est plus simple à Paris, ça change en région. En région Occitanie, ça change beaucoup, en région Sud. Et voilà, tu vas tourner dans la Creuse. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui tournent dans la Creuse, mais tu vas tourner dans la Creuse, tu n'as pas de solution en fait. Donc il faut aussi que les politiques publiques se mettent en mouvement. Il faut que les bureaux d'accueil des tournages dans chaque région puissent justement travailler sur ces sujets. Donc on voit que c'est global et que entre les envies, la stratégie et le terrain, il y a souvent des décalages. Et donc l'idée, c'est d'aligner tout ça pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Et puis, pardon, excuse-moi, pardon, je te laisse. Non, je disais juste sur les bureaux d'accueil du tournage. Donc, c'est en fait en région les différents bureaux qui peuvent vous aider à installer votre tournage, vous guider. Il y a plusieurs régions qui ont fait le choix d'adhérer à EcoProd dans les derniers mois, donc, notamment la région Occitanie que vous signalez, la région Rhône-Alpes, région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc., pour faire en sorte qu'on puisse travailler directement avec eux, que les commissions du film et les bureaux du tournage soient sensibilisés à ces enjeux, qu'on puisse aussi faire des sensibilisations auprès des bureaux de tournage qui, après, pourront ensuite transmettre auprès de l'ensemble des techniciens et des professionnels sur place et irriguer un petit peu plus dans l'ensemble de ces territoires qui parfois sont moins sensibilisés ou qui n'ont pas forcément les moyens, comme tu le disais très bien, de mettre en place des éco-tournages. Et souvent aussi, la question de la biodiversité se pose beaucoup pour ces tournages qui sont en milieu naturel. Et là aussi, il y a un gros travail à faire. Et alors là, ça regroupe encore les gestionnaires du territoire, qui sont des scientifiques sur les terrains, dans les parcs nationaux, etc., qu'il faut mobiliser. Et donc, c'est un nouvel acteur qui se retrouve impacté par les nécessités des éco-tournages. Donc il faut faire travailler ensemble des institutions qui dépendent de ministères même différents, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment au niveau politique que ça se passe. Et donc c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse travailler au niveau des commissions du film. Je te donne un exemple sur la biodiversité. Là, on accompagne un client qui est une grande marque de luxe, qui fait des défilés de mode. Et donc on leur fait toute leur stratégie d'audiovisuel responsable et tout. Ils nous disent, il y a un axe biodiversité qui n'est pas assez marqué. Et je leur dis, ok, nous, c'est intégré dans nos thématiques, parce qu'on a plusieurs thématiques fortes sur lesquelles on travaille, mais c'est intégré. Et la personne en charge de la RSE, donc de ce grand groupe, qui en effet est très théorique et très, tu vois, elle me dit, il faut à tout prix que la biodiversité soit prise en premier lieu, c'est notre challenge le plus important. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte que 99% de vos défilés, ce sont et c'est un peu votre marque de fabrique, c'est de faire des défilés éphémères au milieu de la pampa où vous mettez des gradins et un tapis rouge sur 200 mètres et vous avez vos mannequins qui marchent au milieu d'un champ de lavande. Elle me dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est la biodiversité chez nous. Donc à partir du moment où votre cœur de métier c'est de faire ça, vous dézinguez la biodiversité de A à Z. Vous allez mettre des projets partout, vous avez 250 camions, vous avez 5000 personnes qui arrivent au même endroit. Plus de biodiversité, le petit renard il ne revient pas le lendemain, tu vois, c'est terminé. Et elle dit mais il faut quand même qu'on prenne en compte cet impact. Complètement. Typiquement la question de la culturation, quand je dis c'est fondamental, c'est que là au niveau des schémas, il y a des choses, quelqu'un qui est on va pas dire militant, en tout cas engagé sur la question, ne peut pas avoir ce genre de réponse. C'est-à-dire, à la base, il comprend bien qu'on ne peut pas mettre une scène en pleine pampa parce que derrière, il y a un écosystème et qu'une fois qu'il est dégradé, on ne le retrouve plus à l'état intact. C'est pour ça que cette question de l'acculturation, de la formation, elle est primordiale. Il faut avoir les bons schémas dans sa tête pour comprendre les choses et être capable après de les piloter et de les arbitrer dans le bon sens.
Mais il y a des questions... Je ne veux pas savoir de qui tu parles. Non, pareil, je suis sous NDA, j'ai pas le droit de dire, mais il y a aussi des enjeux. Là, tu parlais des départements d'outre-mer. Nous, c'est un truc qui est super complexe pour nous en tant que pour nous aussi. Consultants, parce que ils ont besoin d'accueillir des tournages, parce que c'est aussi un tissu économique local très fort pour eux. C'est des emplois, c'est plein de choses. Nous, on a justement un département qui nous a demandé un peu de l'accompagner sur cette partie-là. Mais moi, je leur ai dit, je suis désolé, mais la première réduction d'impact, c'est qu'en fait, on ne vient pas tourner chez vous. Parce qu'on ne peut pas envoyer 25 personnes qui font 15 000 bornes pour un tournage de 3 jours. Nous, quand on faisait des tournages, moi, le nombre de fois où j'étais en avion, où j'ai été envoyé à l'autre bout du monde pour des tournages qui duraient une journée ou 2 jours, où carrément, on voyageait la nuit, on arrivait le matin, on tournait la journée, on repartait le soir, et qu'on était 40 dans l'avion avec tout le matos et tout. À un moment donné, tu dis, ok, on a des enjeux, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, on ne peut pas dire, on ne vient plus tourner chez vous, parce que tu ne peux pas dire, je vais arrêter d'aller en Guadeloupe faire des films. Enfin, il y a un moment donné, c'est aussi de l'économie, c'est aussi des emplois, c'est aussi plein de choses. Donc, du coup, des fois, il y a des questions où moi, je n'ai pas du tout de réponse par rapport à ça, et c'est très complexe. Mais voilà, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Donc, du coup, c'est... Et je reviens à une question là aussi qui est aussi primordiale que la compréhension des impacts, c'est aussi comprendre le besoin, interroger le besoin. Quel est réellement mon besoin? Et à partir de là, voilà, est-ce que c'est des choses qui sont un impératif pour ma production, pour mon activité? Donc dans ce cas-là, j'essaie de voir est-ce que j'ai des alternatives, si j'ai pas de... Et puis on avance comme ça. Ou est-ce que ce besoin, finalement, c'est pas tant un besoin impératif, donc je peux m'en passer. Et ça aussi, typiquement, est-ce que j'ai besoin d'avoir un smartphone nouvelle génération dès qu'il y en a un qui sort? Eh bien non, parce que j'ai compris que l'impact était trop important et qu'à terme, c'est quand même moi qui vais... Et l'impact est fort. Est-ce voilà. que ça te demande un effort C'est ça. Donc c'est avoir les bonnes mécaniques mentales. Une fois qu'on les a et qu'on a les connaissances qui permettent de les articuler, en général, on arrive à faire les choses plutôt bien. Mais voilà, là, on est dans cette phase de transition où voilà, on essaye de faire monter les gens, on va dire en compétences, en connaissances, en sensibilisation, quel que soit le niveau de chacun, d'avoir après une structure, quelque chose qui puisse entrer dans un cadre un petit peu industriel, structuré, organisé, avec quand même des indicateurs qui peuvent nous montrer qu'on va bien, on va pas bien. Et puis on peut imaginer comme, que les choses vont transiter dans la bonne direction. C'est surtout ça, prendre la bonne direction. On a fait une formation EcoProd à la Réunion, mais du coup c'était en Zoom, évidemment. Et il y avait une réelle sensibilité justement sur ces questions-là. Et c'est ce que tu évoques très bien. Le problème, c'est évidemment les allers-retours en avion et la conclusion, dans la discussion, donc on était bien obligé de conclure que si on doit faire un tournage sur place, il faut employer les équipes locales. Donc il faut aussi qu'il y ait les ressources, en gros les professionnels locaux, et que ce soit éventuellement seulement quelques chefs de poste qui se déplacent, mais l'équipe la plus légère possible qui se déplace. C'est aussi l'enjeu de la remote production, c'est-à-dire que comment on fait pour produire à distance en n'allant pas forcément sur le terrain ou en utilisant sinon des fonds verts en studio. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'alternatives qui sont en train de monter et de se mettre en place pour régler ce problème de transport. Après, est-ce que ces alternatives impliquent du numérique à la place? Donc finalement, c'est aussi impactant. Donc il y a toujours cette idée de mesurer l'impact réel. Est-ce que c'est vraiment la question de l'évaluation et d'impact qu'il faut mesurer. Mais pour l'instant, globalement, c'est vrai que c'est quand même le transport, et en particulier le transport aérien, qui est le plus impactant, qu'il faut couper en priorité. Peut-être une solution numérique en attendant. Voilà, donc justement, vous parlez de remote production, de production à distance, de Zoom. Ça nous rappelle bien évidemment la période qu'on vient de traverser et que j'espère on voit le bout du Covid. Est-ce que vous avez senti... C'est vrai. Est-ce que vous avez senti peut-être des changements, un avant, un après Covid, une prise de conscience à échelle peut-être plus réduite ou collective? Pas dans mon sens en tout cas. En tout cas pour nous, ça a été plutôt ça a été un frein, parce qu'on avait des préconisations qui étaient parfois complètement contradictoires avec une approche écologique. Typiquement sur la question des plastiques à usage unique. On revenait sur des plastiques à usage unique pour des questions d'hygiène, même si entre-temps on s'est rendu compte que c'était pas forcément mieux en termes de Covid, mais à l'époque on pensait, c'était les précaux. Et au contraire, non, moi je trouve que ça a freiné une dynamique qu'il faut reprendre maintenant. Et c'est jamais facile de relancer quelque chose qui était bien parti. Donc moi, le Covid, par rapport à l'écologie, à part avoir intégré cette question sanitaire,
je trouve que dans la mise en place, ça a été plutôt une perte de temps, entre guillemets. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Après, nous on a vu, ça a fait quand même un peu un électrochoc. On a eu beaucoup de clients qui nous ont appelés après la première période du Covid où en effet on savait plus du tout quoi faire, c'était le bazar complet. Après, quand ça s'est un peu tassé, on a eu pas mal de gens qui nous ont rappelés en disant voilà, j'ai un peu pris conscience et j'ai envie de changer les choses. Après, voilà, ça reste quand même à la marge, quoi. Je te dis, nous on a accompagné, on doit être à 110 ou 120 productions accompagnées en 4 ans. Sur l'ensemble du volume des prods en France, tu vois, c'est rééquitable. Donc on est, ouais, le Covid, ça a quand même mis un petit coup d'arrêt à tout ça. Moi aussi, je te rejoins quand même sur le côté choc. En 2020, qui était quand même vraiment complètement l'année Covid, on a eu un doublement d'utilisation du calculateur carbone Clap. Et quand on dit que ça a doublé, c'est-à-dire on est passé de 400 utilisateurs à 800. Pas seulement utilisateurs, c'est des gens qui ont fait réellement des bilans carbone en allant jusqu'au bout, en rentrant des vrais chiffres, etc. Donc ça a été assez surprenant. Je pense que c'était peut-être parce qu'il y avait peut-être plus de temps aussi, ou la volonté d'essayer du coup, de voir quels sont les instruments qu'on peut mettre, qu'on peut prendre en main du coup si on se sent impacté. Mais la production était à l'arrêt, je pense qu'il y avait vraiment du temps. Voilà, pour il y avait plus de temps, et puis une prise de conscience, il y a dû avoir la concomitance des deux, donc c'était plutôt... Mais et du coup ça a continué après et depuis ça a continué, ouais. On est vraiment dans une phase de croissance après, il y a eu les annonces du CNC aussi, etc. Donc il y a une certaine logique, hein. Mais voilà, on est à peu près à 1600 comptes utilisateurs et plus de 1500 bilans carbone, ce qui est pas mal. Une grosse partie c'est la pub, hein, quand même. Et vous avez des datas sur ça justement? Vous allez sortir des données un peu macro? Ah, ça serait intéressant de comparer un peu les données. Ouais. Elles sont évidemment anonymisées, etc. Oui, bien sûr. Oui, mais par typologie de projet. Oui, par typologie de projet, on peut les... D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup. Il me semble que nous arrivons à terme de cette partie consacrée à la table ronde. Nous sommes malheureusement écourtés un peu par le temps, car il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'éco-production. Nous allons maintenant donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi nos auditeurs? Moi j'ai une grosse question par rapport à... Enfin, on a beaucoup parlé des surcoûts que engendrait tout ça sur le coût d'une production. Mais en vrai, moi je vois aujourd'hui la surproduction de films qu'il y a en France ou de séries. Je vois l'argent qui a été mis à table pour le Covid, tout ça pour se conformer aux règles gouvernementales qui avaient été mises en place. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que est-ce qu'il ne faudrait pas finalement passer par simplement des normes gouvernementales pour imposer au tournage des normes strictes pour qu'ils puissent mettre de l'argent, parce que s'ils l'ont mis pour le Covid, je pense qu'ils seront capables de le mettre sur l'éco-tournage. Et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aussi associer le public à ça, pour les sensibiliser davantage, parce que je ne suis pas sûr que le public sache l'impact qu'a la production d'un film sur l'environnement. Et alors je ne sais pas par quel moyen, mais peut-être par une labellisation. Alors je vais peut-être chercher ces voix, vous me direz, mais par exemple sur ce qu'on consomme dans les supermarchés, on a des indices numérotés sur l'impact que ça a sur la santé. Et je me dis pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi sur les films pour que les gens aient conscience quand ils vont voir un film de l'impact qu'a eu un film sur l'environnement. Et ça pourrait être aussi fait sur les systèmes de diffusion, par exemple Netflix. On sait que c'est peut-être ça qui consomme aujourd'hui le plus, enfin, qui a un impact le plus gros sur la planète en termes d'audiovisuel. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système comme ça pour sensibiliser le public et faire réellement changer les choses? Écoutez, vous avez tout dit, je vois que Pervenche trépigne, donc on va y laisser. Non, mais on est effectivement en train de travailler sur un label, même plusieurs labels, un indice, effectivement, un peu façon Nutri-Score. On est en train de réfléchir à ça. Après, effectivement, c'est assez complexe à mettre en place puisque chaque film est un prototype. Donc, on est en train de travailler sur la grille des critères, la pondération des critères selon la typologie des films, des magazines, des publicités. Mais c'est un des gros chantiers pour cette année au sein d'EcoProd. Voilà, cette idée d'un label est vraiment dans les tuyaux. Après, je ne suis pas sûre. Alors, en termes de sensibilisation du public, évidemment, ça peut être intéressant si les films mettent en avant ces labels. Je pense que dans un premier temps, ce serait plutôt utilisé quand ils ont un bon score. Je ne suis pas sûre que les films qui auraient un mauvais, à moins que ce soit obligatoire, etc., mis en place par la loi. Mais ça, encore dans le temps que ce soit accepté, moi, je pense que ça, c'est pas encore tout de suite.
est-ce que le public va prendre ça en compte? On peut essayer de sensibiliser, et il le faut. De toute façon, le public est de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales. C'est tenté, par exemple, sur le site de Canal+, on peut choisir quel est le format de vidéo qu'on veut regarder, etc. Sur toutes les plateformes. Oui, sur toutes les plateformes maintenant, pour pouvoir voir la réduction, et la réduction d'impact carbone est affichée. Donc ça permet d'avoir une première prise de conscience. Ça reste quand même assez abstrait, j'ai l'impression, pour une large partie du public qu'il faut encore... qu'il faut encore former, sensibiliser. Là, c'est vraiment du grand public. Est-ce qu'on est prêt à ne plus aller voir tel film de super-héros parce qu'on sait que le tournage a sûrement été très impactant? Qu'est-ce qu'on privilégie? Le message, parce qu'on a beaucoup attaqué justement Don't Look Up en disant bah oui, mais quand même, c'est un gros film, et quel est l'impact carbone d'un tel film? Très bien, mais en même temps, quel est l'impact en termes de sensibilisation et voilà, l'impact finalement plutôt positif à terme, en termes d'influence aussi bien des politiques que des citoyens. C'est le contraire. Donc il faut trouver une pondération là-dessus, c'est pas évident. Si vous voulez, ce que vous voulez dire, et c'est merci pour votre première question parce qu'elle est d'une grande pertinence, c'est exactement ce vers quoi nous dirigeons. On va sur des choses qui vont être beaucoup plus contraintes. Est-ce que ça va rentrer dans un cadre réglementaire? Je n'en sais rien. C'est pas à notre niveau que ça va se décider. Ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver sur des contraintes. Quand Pervenche vous parlait du rôle, le plan action du CNC, c'est justement d'amener petit à petit à des lignes directrices, savoir qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une éco-production, qu'est-ce qu'on ne peut plus considérer comme une production éco-responsable, et à partir de là, soit c'est peut-être un bonus, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent supplémentaire aux productions pour mettre en place ces actions, ces mesures, soit au contraire, dans le financement initial, on en retire parce qu'on considère que voilà, ce n'est pas suffisant. On ne sait pas, et le CNC pour l'instant ne sait pas encore ce que ça va, quelle forme ça aura. Mais on va sur quelque chose de plus contraignant, et si ce n'est pas en France, ça se fera aussi à l'échelle européenne dans le cadre du Green Deal, c'est d'arriver à normer justement un petit peu ce secteur sur ces questions-là. Et la dernière chose sur la visibilité, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on avait pensé à l'origine, et c'est cette trame-là qu'on suit toujours, c'est la responsabilité du média et la responsabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir, et a fortiori des films qui parlent d'environnement, de nature ou tout autre sujet s'y rapprochant, ne pourront plus ne pas être à minima cohérents entre la fabrication et le propos. Ça ne sera plus tenable. C'est déjà très difficilement tenable, et nous on travaille notamment, typiquement on en parlait hier avec un lot de journalistes, la cohérence dans nos messages, voilà, quand on parle de tel sujet, voilà, on ne peut pas montrer des gens prendre un thé froid en février, se baigner parce qu'il fait 25 degrés. On doit contextualiser en disant que non, ce n'est pas normal d'avoir des 25 degrés dans le sud de la France, et c'est pas normal de pouvoir se baigner dans le sud de la France en février. Il y a un dérèglement, voilà, c'est lié à ça. Donc c'est tout ce travail-là de cohérence qu'il faut repenser. Mais tout ce que vous dites, c'est des choses qui sont, on travaille sur l'indice, je ne sais pas si tu as répondu à l'appel d'offres de France Relance, mais nous on a proposé la mise en place d'un indice environnemental. Et c'est pour amener un autre axe aussi par rapport à ça, c'est très complexe. Je voulais juste vous faire une petite aparté. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo pour Brut, donc, qui a fait des centaines de milliers de vues, et où je parlais justement de l'impact environnemental des films, et je donnais des exemples sur une vidéo tout à fait légère, et je me suis fait déchirer dans les commentaires, et la plupart des commentaires c'était « Oui, mais toi, regarde, tu es en train de nous donner des conseils, mais tu es dans un écran sur une vidéo et tu pollues. » J'étais là, bon, d'accord. Donc, tu vois, ça met aussi des fois les autres. Donc, c'est pour ça que la problématique des spectateurs, moi, je suis sûr qu'on va arriver vers ça. C'est-à-dire qu'à terme, les gens n'iront plus voir des films qui sont marqués comme très polluants. Après, il faut nuancer ça parce qu'il y a une différence. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant les gens qui s'engagent à réduire et à faire changer les choses. Mais il y a aussi une problématique, c'est que chaque film est différent. Si tu regardes un huis clos, comme on disait tout à l'heure, à Paris, dans un appart ou dans un studio, tes camions, ils ont fait chez le loueur au studio, ils ont fait 3 km, ils sont restés pendant 3 mois au même endroit, voire on les a rendus au loueur, on a déchargé le matériel. Bon, tu vas faire un film à Chamonix, à la montagne, il n'y a pas de loueur, il n'y a pas Panavision à la montagne. Donc du coup, tu es obligé d'emmener tout le matériel depuis Paris. Là, donc forcément, tes camions, ils vont rouler tous les jours. Donc si tu dis, nous, et c'est le CNC en avait parlé, et c'est très complexe pour eux, ils disent, voilà, un film moyen français à 5 millions d'euros, le budget carbone, c'est 700 tonnes de CO2, par exemple.
Oui, c'est très bien, et moi je suis le premier à dire il faut mettre des normes contraignantes et dures et strictes, mais par contre, en faisant ça, t'as plus aucun film à la montagne par exemple, parce que déjà, rien que tes camions, ils ont explosé ton budget carbone. Donc du coup, t'as que des films dans Paris. Donc se pose la question de la région. Tu veux aller tourner dans la Creuse, tu peux pas parce que tu sais que tu vas avoir un bilan carbone qui va exploser parce que tout le monde doit aller là-bas. Donc du coup, tu vas dire, on va délocaliser, relocaliser, on va repartir à Paris. Et du coup, ça amène plein de réflexions. Et c'est la même chose sur les contenus. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des émissions sur les Fidji, sur l'Australie, sur tout ça? Est-ce qu'il faut arrêter d'envoyer des journalistes à l'autre bout du monde pour couvrir de l'info, etc. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont super complexes. Et il y a plein de gens qui disent, non, il faut aussi pouvoir avoir un axe un peu plus... c'est pas léger, mais il y a plein de gens qui sont très contents de... Moi, j'ai un très bon copain qui est présentateur d'Échappée Belle, qui montre des paysages incroyables dans le monde, qui va à la rencontre des gens, etc. Les gens ont aussi besoin de ça, surtout dans des temps un peu complexes et tout. Et là, des fois, tu as bien envie de t'évader et de profiter. Mais lui, il est le premier à dire, mais quand je vais partir à l'autre bout du monde, c'est horrible, parce que mon impact, il est désastreux. Moi, j'ai travaillé pour Rendez-vous en Terre Inconnue. Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est génial comme expérience. Il y a une question sociale terrible qui se pose, c'est que quand tu vas mettre en avant une tribu au fin fond du monde, tu portes un sujet, une compréhension pour les gens et les spectateurs qui est vachement importante. Les gens ont besoin de ça, de se cultiver sur ces sujets-là. Et en même temps, tu vas à l'autre bout du monde, t'en mets du matos, et tu vas au milieu d'une tribu qui n'a jamais vu de blanc, et tu arrives avec des grosses caméras et tu fous un bazar monstre. Et du coup, tu laisses des marques et des stigmates chez ces gens-là, et tu as pourri complètement un équilibre. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas le montrer? Est-ce qu'il faut le montrer? Est-ce que tu vois? Donc du coup, il y a plein d'axes en fait pour traiter ces sujets-là, et c'est pareil, je ne sais pas s'il y a une solution toute faite. C'est ce qu'on apprend dans l'environnement. Plus on creuse le sujet, plus on se rend compte que c'est pas manichéen. Voilà, il n'y a pas une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Il y en a qui sont très mauvaises. Typiquement, je veux essayer de consommer moins d'eau parce que j'ai compris que je consommais beaucoup moins d'eau. Je vais peut-être utiliser une machine qui va du coup me faire remonter ma consommation d'énergie. Et c'est toujours un arbitrage comme ça qui n'est pas très confortable, mais c'est très rare, si on veut être très honnête et très précis, d'être sur des lignes. Alors peut-être pour les plastiques à usage unique, ça c'est assez radical. Et voilà, souvent on se rend compte que quand on veut agir sur tel objet, on peut peut-être détériorer tel autre impact. Mais l'important, encore une fois, c'est de travailler sur la bonne compréhension de ces choses. Et vis-à-vis d'un public, parce que nous, on a la chance de pouvoir nous adresser à un public. Je vous donne un exemple très précis. J'avais eu un message du médiateur médiateur de France Télévisions, parce qu'il avait reçu un email incendiaire de la part de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez sans doute, qui est une climatologue très investie dans la lutte contre le dérèglement climatique. Suite à un reportage, et elle avait absolument raison, suite à un reportage de Dubaï, on voyait des Français partir en vacances à Dubaï, et on sait que c'est une hérésie environnementale de partir en vacances à Dubaï. Le modèle économique de Dubaï et son impact sur la biodiversité est une hérésie. De prendre l'avion pour aller rester la plupart du temps dans des moules, parce qu'il n'y a que ça à faire là-bas, peut-être un peu d'iode quand on est en hiver, mais c'est une hérésie environnementale. Donc il ne s'agit pas de ne pas donner ce genre d'informations, mais de la contextualiser avec cette trame climatique en disant c'est un impact, ces comportements-là ont un impact absolument désastreux sur le climat, et c'est quand même un luxe qu'on ne devrait pas toujours pouvoir s'offrir que d'avoir ce type de vacances-là. On contextualise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la cancel culture, c'est pas comme aujourd'hui on est en train d'empêcher des musiciens russes de jouer parce qu'ils sont russes, c'est pas tomber dans des excès comme ça, de modérer, et on modère par la compréhension, la sensibilisation et l'apport de connaissances, d'avoir les bonnes capacités de comprendre et d'agir. Question? Moi j'avais une question qui était plutôt la question du lien entre, surtout Charles, qui a une entreprise qui est vraiment sur le terrain pour ça, vis-à-vis des personnes à qui auprès de qui vous faites du consulting, du gouvernement, etc. Au début, et du coup aussi par extension EcoProd, c'est votre rôle aussi, mais quand vous avez créé votre entreprise, votre activité, etc., est-ce que c'était facile d'aller vers les gens? Est-ce que c'était vous qui venez vers eux? Est-ce que c'était plutôt un réseau qui s'était déjà créé autour de vous? Vous saviez que ce seraient des interlocuteurs qui seraient réceptifs à vos offres, etc. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe en général?
Alors, nous, on a eu la chance de commencer tout de suite, en fait. C'est assez drôle, moi, là, quand j'ai eu l'idée de la boîte et qu'avec Mathieu, on a commencé à réfléchir à ça. J'en ai parlé avec des... je revenais des États-Unis, j'avais vécu aux États-Unis, et j'en avais parlé avec des gens là-bas. Et mon contact de Los Angeles m'a mis en relation avec une boîte de pub française qui m'a appelé en disant « On m'a parlé de vous, c'est génial ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous accompagner sur notre prochaine pub ?» J'avais pas de boîte, j'avais rien, j'avais juste une idée. Donc là, je dis, mais pas de problème, moi j'aime bien parler, donc je fais pas de problème. Alors notre offre, c'est ça. On a inventé un truc complet. Et la boîte on a créé la boîte en 24 heures et en 72 heures, on était sur un projet. Et c'est drôle, c'était notre premier truc, c'était on arrivait avec des gourdes, des tote bags et une machine à café en grain. Et 3 poubelles de tri, c'est incroyable. Et du coup, en fait, ça s'est tout de suite lancé. On a eu un peu de lobbying à faire en effet, et voilà, mais en fait le mot est passé assez rapidement et nous on n'a jamais fait vraiment de démarchage de marketing ou quoi, c'est vraiment les gens qui viennent à nous et on a même tendance à refuser des projets parce qu'on a trop de projets qui nous appellent, on n'est pas une grosse boîte. Après par contre, en termes de ce qu'on appelle le taux de conversion d'un client, c'est-à-dire qu'entre le moment où la personne t'appelle et te dit moi je vais être engagé, je vais être green, tu es en rendez-vous avec lui, tu lui expliques ce qu'il va falloir faire, dans 90% des cas, il ne se passe rien derrière. Donc on a beaucoup d'appels entrants, on a beaucoup de gens qui veulent se mettre là-dedans. Dès qu'on commence à aller dans le concret en disant on va faire ça, il n'y a plus personne qui répond. Voilà. Donc c'est pas non plus si simple, mais voilà, je pense qu'on était aussi au bon endroit au bon moment et que voilà, tout le travail qu'Ecoprod a fait, notamment France Télé, enfin tous les groupes qui travaillent sur ces sujets depuis des années, à un moment donné, c'est fait, il y a eu le besoin d'avoir de l'accompagnement pour les prods. Et nous, c'est ce qu'on a proposé, donc je pense qu'on a eu voilà, c'était le bon moment. Mais après, non, c'est pas, je te dis, c'est quand même pas simple. Enfin, si c'était simple, j'aurais 50 salariés, j'aurais une boîte énorme et on ferait plein de films. C'est pas le cas, donc c'est quand même, ça rame un peu encore quand même. Mais ça va sûrement beaucoup moins ramer avec les obligations réglementaires qui se mettent en place, je pense. Enfin, c'est sûr que le taux de conversion... ils seront bien obligés d'y aller quand même si c'est difficile, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, etc. Oui, c'est pas mon pari. Tout à l'heure, vous parliez de compensation en carbone. Quels sont les mécanismes qui existent pour compenser, par exemple, ce qu'un tournage aura eu comme impact en CO2, des choses comme ça? Alors, on évite de parler de compensation parce qu'on parle plutôt de contribution à la neutralité carbone parce que c'est des enjeux qui sont macro, qui sont planétaires. Et à l'échelle d'une entreprise ne peut pas être neutre en carbone. C'est du greenwashing complet. Voilà. Donc dès que tu entends ce produit neutre en carbone ou cette entreprise est neutre en carbone, tu peux dire ok, Chétan, je t'écoute pas, c'est pas vrai. Mais du coup, on peut participer en effet sur une contribution planétaire avec des enjeux beaucoup plus importants. Aujourd'hui, la tonne carbone, alors déjà, on a des problématiques d'alignement parce que c'est pas la même selon les pays. Donc, tu as des pays où ça coûte 2 €, des pays où ça coûte 200. Donc, forcément, tu n'es pas dans les mêmes enjeux. Et ensuite, les principaux mécanismes, ça va être via de la reforestation et de la plantation d'arbres. Donc, nous, on travaille avec Pure Projet parce qu'eux, ils vont beaucoup plus loin sur le sujet. Ils font de la protection d'écosystèmes, etc. Et parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font en effet de la reforestation, enfin c'est même pas de la reforestation, c'est de la plantation, où en fait ils vont te dire ok, tu as dépensé 1 tonne de CO2, je vais planter 3 arbres, et ils te mettent 3 trucs comme ça, et le truc qui meurt en 3 semaines. Et donc ça c'est en effet du greenwashing, donc c'est des sujets qui sont assez complexes, et surtout assez vagues, et qui sont pas... On reparle de sensibilisation, mais en fait les producteurs, les gens ne sont pas vraiment au courant de ça. Et voilà, on va leur dire, vous pouvez toujours aller à Dubaï en vacances, mais si vous avez payé 5 € de plus, c'est bon, vous avez compensé votre voyage, donc tout va bien. Typiquement, c'est le grand danger de la compensation, c'est de s'acheter en fait une bonne conscience. Moi, j'ai beaucoup de méfiance sur la compensation parce que déjà, je n'arrive pas... Je trouve que c'est une temporalité qui n'est pas... Quand je dis temporalité, c'est-à-dire qu'on va planter un arbre, cet arbre, dans 3 mois, il peut crever. C'est une essence qui n'est peut-être pas adaptée, elle va peut-être pas être gérée. Enfin, je veux dire, c'est quand même un arbre, c'est sur du très long terme. Et en plus, il capte le plus de carbone quand il est à maturité, pas quand il est en croissance. Donc, méfiance sur la compensation, c'est d'abord une question de réduction. On aura beau replanter toute la terre, on n'arrivera pas si on ne réduit pas notre train de vie, entre guillemets.
pour les pays qui peuvent se le permettre, parce que ça aussi, il faut différencier les territoires. Mais voilà, on ne fera pas l'économie de l'économie, tout simplement. Enfin, et la compensation, des gens ont voulu le faire sur des productions en interne à France Télévisions. Je dis, bah, écoutez, très bien, je pense que ça ne mangera pas de pain de toute façon, mais moi, je n'intègre pas ça dans une comptabilité. C'est-à-dire, je considère que voilà, vous aviez du budget, vous avez voulu faire ça, c'est très bien, mieux que de faire des tote bags, parce que tout le monde en a aujourd'hui, mais je ne rentre pas ça dans une comptabilité. Et c'est le problème que va avoir le CNC là-dessus, parce que quand on va dire, ok, tout le monde fait des bilans carbone, ok, so what? C'est-à-dire que quand on aura... Détrompe-toi. Alors, on va voir, mais détrompe-toi. justement, il faudra aller dans la réduction, parce que la mesure permettra de faire la mesure. Mais si on s'arrête que à la mesure, et que toutes les preuves disent, bah, moi j'ai fait tant de tonnes, il ne se passe rien derrière. D'où l'importance d'avoir les bonnes mécaniques. C'est vraiment, j'insiste, les bonnes mécaniques. Et le CNC, alors je te rassure, c'est pas du tout... Enfin, on participe au groupe de travail du CNC. Et la méthodologie, l'homologation, enfin la méthodologie carbone qui est en train de se mettre en place, puisque c'est à ça que nous travaillons avec eux, pas que France Télévisions, hein, mais on a aussi TF1, on a aussi d'autres acteurs, c'est vraiment d'abord un outil de pilotage. C'est pas un outil d'évaluation, c'est-à-dire j'ai fait ma production, j'ai fait mon bilan, donc le boulot est fait. Pas du tout. Comme tu le disais, je fais cette évaluation en amont. Comme je vais calculer ce que va me coûter financièrement en euros une production, je vais calculer ce que va me coûter en carbone cette production, quels vont être les postes les plus impactants, les plus générateurs, et les plus émissifs, et à partir de là, qu'est-ce que je peux réduire? Donc voilà, et c'est là où EcoProd entre en fonction avec toutes les ressources, les grilles de production. C'est là où Charles rentre aussi en activité, lui il rentre même bien avant. Enfin, mais voilà, c'est vraiment l'évaluation carbone, c'est d'abord du pilotage. Voilà. C'est pas une évaluation, et ça c'est quelque chose sur lequel on a été très très insistant auprès du CNC. Le but c'est de réduire, donc c'est de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir le réduire. Et c'est le plus important. Sinon voilà, l'évaluation en soi... Il y a aussi un truc assez drôle que rajoutent certains experts qui disent vous voulez faire de la compensation à tout prix, pas de problème, mais mettons une tonne de carbone à un prix juste, donc mettons une tonne de carbone à 2000 €. D'un seul coup, on va se rendre compte un peu... tu veux aller à Dubaï, ok, bah là tu payes 20 €, tu as compensé, bah là tu vas payer 2000 € pour compenser ton billet. D'un seul coup, ça remet les curseurs. Mais évidemment c'est utopique, hein, ça n'arrivera pas, mais tu vois, c'est intéressant aussi de se dire que des fois on fait des choses. Le tote bag, c'est un exemple. Un tote bag, il doit être utilisé je ne sais plus combien de centaines de fois avant d'être... voilà, un gobelet dans un festival, il doit être utilisé pareil sur 500 fois ou je ne sais pas quoi. Donc, bah, il y a des fois, il faut, et c'est pour ça que la sensibilisation est importante, de remettre les enjeux et la compréhension au cœur du truc. Ok, tu veux aller à Dubaï, très bien, ton impact c'est tant. Si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et là tu fais, ah ouais, en effet, bon, je vais peut-être aller à Dijon plutôt. C'est bien Dijon. Une dernière question peut-être? C'est plus une question technique en l'occurrence, mais en tant que technicien ça peut m'intéresser. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'initiatives qui consistaient à développer façon Fairphone ou des trucs comme ça, du matériel de tournage qui pourrait être, vu que j'ai lu dans des statistiques que les matériels de tournage pouvaient être assez émissifs justement, est-ce que vous avez connaissance d'initiatives de développement de matériel par exemple réutilisable, réutilisable, évidemment que c'est réutilisable, mais quelque chose de... Bah, il faut savoir que, en fait, il y a deux sujets dans ce que tu dis. C'est que déjà, les productions passent pratiquement que par de la location de matériel, ce qui est très bien pour l'impact parce qu'il y a peu d'achats. Mais le dark side de ça, c'est que les parcs de matériaux sont renouvelés extrêmement rapidement. Parce qu'il y a des pressions derrière, justement des groupes de chefs-op, des assistants de caméra, de tout le monde qui veut toujours le meilleur outil, parce que derrière Netflix, ils veulent que leur image soit la plus belle et qu'il faut filmer en 16K alors que ça n'a aucun sens. Donc du coup, il y a des gros problèmes que auxquels les loueurs font face, où ils disent nous, on veut bien essayer de garder le plus longtemps possible le matériel pour rentabiliser justement son impact et que ça soit limité. Le problème, c'est que quand tu as une prod qui vient et qui te dit je veux la dernière Alexa ou la dernière Red, donc qui sont des caméras, si tu dis non désolé, moi je suis resté sur l'Alexa d'il y a 4 ans parce qu'en fait je la rentabilise sur plusieurs années, ils vont te faire d'accord, je vais chez ton concurrent qui lui renouvelle son parc tous les 6 mois. Donc du coup ça pose en effet des problèmes par rapport à ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure Xavier, sur la course à toujours avoir le dernier truc, le dernier gadget, et voilà. Et dans le cinéma,
En série un peu moins, en télé un peu moins, mais le cinéma, on est quand même dans un monde un peu spécial, quoi. C'est-à-dire qu'un chef opérateur de cinéma, il veut, tu vois une caméra, comment c'est fait, on est quand même dans un truc très pro, très niche, très, tu vois, il y a un... Donc forcément, il existe des solutions qui commencent à se mettre en place, mais tu peux pas proposer à un chef-op d'avoir une caméra reconditionnée et il y a 5 ans. Il va te la lancer au visage. Donc ça met tout le monde, mais c'est pour ça que les problématiques sont macro et concernent tout le monde en fait, parce que à un moment donné, voilà, il faut que tout le monde se mette en mouvement sur le sujet. Et on lance aussi justement des formations spécifiques par groupe de techniciens. Alors peut-être qu'en les sensibilisant sur ces sujets, évidemment le chef-op c'est un petit peu un deuxième dieu, voilà, je vais dire exactement ce que j'allais dire sur un film. Ouais, il y a quand même le réalisateur aussi qui pourrait lui-même avoir des exigences plus environnementales et prendre ça en compte dans sa façon de travailler. Mais les formations qu'on fait justement, alors on commence là sur tout ce qui est décor, et c'est aussi peut-être une façon de sensibiliser les différents corps de métier un à un, en leur disant que peut-être qu'elle va avoir le matériel, tel matériel, il faut réfléchir à l'impact. Est-ce que c'est absolument indispensable? Oui, non. Comment sensibiliser ensuite le réalisateur si c'était une exigence du réal. Parce que c'est aussi des exigences de créateurs, quoi, de gens qui c'est un milieu de création avant tout. Vous êtes très bien placé pour le savoir. Et donc, qui dit création dit aussi, c'est mon œuvre, la fois où je fais ce film, où je suis le chef-op de tel réal, et il faut que ce soit vraiment nickel. Enfin, il y a tout un enjeu personnel, quoi, qui est très important. C'est la chaîne des responsabilités où, en effet, dès qu'on veut, et nous on le vit au quotidien dans nos accompagnements, dès qu'on veut bouger sur un curseur un peu fort, on nous dit tout de suite, ah, tu touches à la création, il ne faut pas... la force des récits, c'est aussi ça. C'est-à-dire que dans un film où tu as Jean Dujardin qui marche dans la rue, il sort de chez lui, il jette sa clope par terre et il bip sa BMW, à un moment donné, c'est quoi les récits qu'on veut montrer? Tu vois, à Paris, tu n'as pas de voiture, en fait, c'est tout. Et ta clope, tu peux fumer, mais tu la mets dans le cendrier et tu la jettes. Et il va te dire, ouais, mais moi, dans mon scénar, Jean Dujardin, il est badass, donc du coup, il jette sa clope par terre. Ouais, d'accord, mais en fait, qu'est-ce qu'on montre? Et après, tu vas dire, est-ce qu'il peut pas prendre son vélo? Ah bah non, parce que BMW, ils ont mis 200 000 € pour faire un placement de produit. Ah, bon, d'accord. Bon, bah, on va mettre une BMW électrique. Alors, tu vois, ça pose plein de questions. Et dans la pub, ça se fait énormément. Nous, on travaille avec des agences de pub où on compare différents projets. Et on leur dit, bah voilà, ce film en France, c'est tant de carbone. Ce film en Belgique, c'est tant. Et ce film en République tchèque, c'est tant de carbone. C'est 4 fois plus. Ah oui, mais bon, dans le scénario, à un moment, donc du coup, il faut qu'on aille en République tchèque. Ah ouais, mais bon... Et en fait, tout le monde se renvoie un peu là-bas. Et si tu touches au scénario d'un long métrage, c'est pareil, ils t'attendent au fusil, quoi. Tu dis, là, la truc où la comédienne, elle marche sur la plage, bon, bah, elle va marcher sur la plage à Dunkerque. Elle va pas marcher sur la plage aux Fidji. Ah non, il faut que l'eau, elle soit bleue translucide. Bon, bah voilà. C'est justement de ça qu'on va parler cet après-midi. Exactement. L'impact des écritures scénaristiques sur... C'est pour faire la transition avec toi. J'aurais une toute petite question à la fin, c'est quelle collaboration vous avez avec les écoles qui forment ces techniciens? Est-ce qu'ils ont intégré dans leur formation un volet éco-production? Ou est-ce qu'ils habitent sur des stages auprès de leurs étudiants? Comment ça se passe? Alors, EcoProd offre des sensibilisations gratuites dans les BTS et dans les écoles. La bonne nouvelle, 3 Voilà, exactement, assez régulièrement. Il suffit de nous contacter, on met ça en place à travers la France. À ce moment-là, on se déplace en train. Et puis, parallèlement à ça, le CNC lance une offre de sensibilisation qui va être mise en place par vous. Ouais, nous on va former, on a remporté un appel d'offres avec le CNC où on a créé un module de formation à destination des étudiants donc, en audiovisuel. Et en fait, on va former des formateurs qui vont aller donner des formations dans toutes les écoles de France. Je crois que c'est 4 ou 5 000 étudiants par an qui doivent être formés par le CNC pendant... Oui, tout à fait. Après, là, on est à une cinquantaine ou soixantaine de groupes. Après, ça, j'ai pas le détail du tout parce que c'est le CNC qui gère, donc c'est pas nous qui allons donner les formations. Nous, on crée juste les modules qui sera ensuite donné dans les écoles. Mais donc, normalement, oui, c'est un sujet que le CNC a pris à bras-le-corps et il y a une grosse communication qui sera faite en septembre sur le sujet, vu que ça se lance en septembre. Ce sera réservé aux premières années, cela dit. Au licence 1.
depuis le début d'entrer dans la formation, d'accord. Peut-être une toute dernière question. Merci. Je voulais dire que quand j'étais à l'ESRA, il y a quelques années, je crois qu'Ecoprod était venu nous parler. Et ça nous avait beaucoup marqué tous. Et en fait, à l'ESRA, on fait des courts-métrages. Et on avait tous réfléchi à des petites solutions à notre échelle. Par exemple, on faisait des repas végétariens. On avait tous une gourde, on avait les tris, on prenait que les transports en commun. C'est logique, on n'a pas beaucoup de moyens. mais je trouvais qu'en fait, nous, à notre toute petite échelle, on faisait plus d'efforts que maintenant. Je travaille dans des grosses productions pour TF1, France 2, et eux, ils ont. Il y a toujours des gobelets en plastique sur les tables de régie, et il n'y a pas de tri, toutes les feuilles de service sont imprimées. Et par exemple, le seul petit effort, c'est les gourdes. Mais je les ai vues, c'est des gourdes qui sont emballées chacune dans un truc en plastique. Qui viennent de Chine. Voilà, donc c'est ok, c'est une gourde, mais elle est en plastique et en plus c'est dans un plastique. Tu peux donner le nom des productions de Xavier, elle va les taper sur les... Non, mais il ne s'agit pas de faire du bashing des sociétés de production, mais oui, bah, alors il y en a qui sont plus, on a qui sont plus remarquables que d'autres, oui. Dans l'eau, il y en a qui sont, comme le disait Charles, il y en a qui font un peu n'importe quoi, qui sont pas du tout, ils sont pas encore arrivés là. Oui, ça ne m'étonne pas. Et même TF1 a un studio, même Newen comme Vandar pour nous, qui est pour le coup plutôt très avancé et très au fait. Ce qui ne veut pas dire que tous les partenaires, enfin tous les producteurs qui bossent pour TF1 soient d'équerre, non. Non, c'est bien l'objet de ce travail. Sur les films comme ça. Mais alors, tu vois, le végétarisme, si tu vas dans nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, bien évidemment, pour réduire l'impact carbone des repas, c'est très très important. On essaye de faire le lundi sans viande, par exemple, bah, ça marche pas. C'est-à-dire que les mecs, ils font grève le midi, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils te disent, s'il n'y a pas un beefsteak qui arrive tout de suite, cet après-midi, on bosse pas. Deux mondes. Oui, ça c'était la bonne idée de Juliette Binoche de faire le... Alors déjà, je trouve que c'était pas le bon vecteur d'information, Juliette Binoche, parce que voilà, beaucoup de gens ne se reconnaissaient pas forcément dans la vie de Juliette Binoche. Bizarrement. Étonnamment. Et ça avait circulé, l'idée avait circulé, nous on se battait déjà pour avoir un stand veggie mais on ne s'en parle pas parce que derrière il faut comprendre tous les freins. Et les freins, c'est qu'on a un chef cuisinier qui a l'habitude de travailler avec des fournisseurs. On a beaucoup de gens, effectivement, c'est steak frites tous les midis et ils ne mangent pas. Et on ne peut pas, voilà, on n'est pas. Le but, c'est pas rentrer dans une autocratie non plus. Donc voilà, il faut arriver à manier les deux, c'est pas toujours simple. Et tu vois, le cantinier sur le tournage, nous quand on travaille avec eux, ils te répondent, ils te disent ok, alors mets-toi à ma place. Nous, le midi, on doit faire manger 100 personnes en 1 heure d'un coup qui arrivent en une fois. Donc on commence à préparer à manger à partir de... On arrive sur le plateau de tournage, il est 5-6 heures. On installe les barnums, les tables et tout. Et à 8 heures, on se met à cuisiner jusqu'à midi. Donc où est-ce qu'on peut aller faire nos courses pour avoir des produits frais avant 5 heures du matin? Le seul endroit, c'est Métro. Alors oui, Métro, il y a des solutions pour avoir un peu... Mais si tu leur parles de producteurs locaux, d'aller faire leurs petites courses dans le day by day à côté, mais ils rigolent, ils te disent mais t'es fou quoi. Et si je fais ça, le repas il coûte 4 fois plus cher et personne m'embauche, tu vois. Donc du coup, aussi quand tu te mets dans les baskets des autres gens, tu vois qu'il y a des complexités qui sont dures à résoudre, quoi. Très bien, écoutez...